Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, parce que les violences subies par les femmes sont le résultat de rapports sociaux historiquement inégaux entre les sexes et que la forme de cette inégalité, c'est l'appropriation des femmes par les hommes. Afin de s'approprier nos capacités reproductives, cette appropriation passe par l'appropriation d'une épouse par un mari. C'est bien en fonction de leur sexe que les femmes et les filles subissent des violences et non pas en fonction d'un ressenti quelconque et mystique. Notre déclaration compte déjà plus de 39 000 signataires à travers le monde provenant de 160 pays et c'est un chiffre qui augmente de 200 signatures par semaine. Nous vous invitons à signer notre déclaration à votre tour si ce n'est pas déjà fait. Notre déclaration, elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 1 réaffirme que les droits des femmes sont fondés sur notre sexe. L'article 4 réaffirme le droit des femmes à la liberté d'expression et d'opinion. Et l'article 8 réaffirme la nécessité d'éradiquer la violence à l'égard des femmes. Aujourd'hui, nous recevons Blandine. Blandine est une enseignante de 56 ans qui réside à Avignon, où elle milite dans divers groupes féministes. Elle est fondatrice et présidente du groupe Oser le féminisme 84, qui compte environ 50 adhérentes à ce jour et qui est très visible localement. Blandine fait aussi partie du groupe de femmes qui ont fondé le WDI France Nous Femmes. Elle est administratrice et membre du bureau de WDI France Nous Femmes. Elle a également créé avec quelques amis du WDI le podcast Rebelles du genre qu'elle dirige aujourd'hui seule. À ce jour, elle a publié 105 témoignages de femmes critiques de l'idéologie du genre et je vous invite vraiment à aller écouter ces témoignages. Abolitionniste convaincue de toutes les formes d'exploitation du corps des femmes, elle milite pour l'abolition de la prostitution, de la pornographie et bien sûr de la GPA. Elle est entre autres engagée au mouvement du Nid et administratrice du Front féministe international. Et elle travaille actuellement à la constitution d'un groupe de réflexion sur la sensibilisation aux enjeux abolitionnistes. Pour les femmes que ça intéresse, vous pouvez la contacter. Et pour finir, elle a créé en 2020 un groupe d'activistes avignonnaises qui s'appelle les Amazones d'Avignon, qu'elle va nous présenter et qui ont joué un rôle important lors du procès Pellico, dont la première partie vient de se conclure. Alors, bonjour Blandine. Bonjour. Ben voilà, tu vas venir nous parler de ta présence et puis de votre présence, de votre groupe à Avignon pendant ce procès. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous rappeler les faits? De quoi on parle par rapport à ce procès? Alors oui, je vais vous présenter. Alors j'ai préparé un diaporama. Alors je m'excuse à l'avance de sa longueur. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler du procès dit des violeurs de Mazan avec une perspective féministe. Alors je vais parler essentiellement, je vais analyser les faits d'un point de vue féministe. Je vais parler aussi des actions féministes autour du procès et aussi l'analyse que l'on peut faire, l'interprétation de ce qu'il en reste en fait. Déjà, la première chose, je vais présenter vite fait le groupe des Amazones d'Avignon, parce que c'est quand même important, je vais en parler beaucoup. Alors, les Amazones d'Avignon, déjà, son histoire, c'est... donc, on trouve nos racines dans le groupe qui s'appelait Collage Féminicide Avignon, donc, que j'avais créé en 2020. Et suite à de l'entrisme queer, comme dans tous les groupes de collage féminicide, donc j'ai transformé ce groupe en groupe qui s'appelait l'Amazone Avignon sur le même modèle que d'autres groupes en France, dont Paris, Lyon, etc. Valeurs, centrées sur des valeurs féministes radicales. Et en juillet 2023, l'Amazone Avignon est devenue les Amazones d'Avignon. On a pris nos distances avec la fondatrice, en fait, qui avait tenu des propos euh, avec lesquels nous étions profondément en désaccord. La fondatrice de l'Amazone en général, hein, pas de l'Amazone Avignon. À Avignon, il n'y a jamais eu de problème, en fait. Et donc, comme nous souhaitions continuer notre lutte dans les mêmes conditions, nous avons conservé le groupe et modifié légèrement son titre.
Nos valeurs sont essentiellement centrées sur la lutte contre les violences et l'oppression masculine, la culture du viol, la pornoprostitution, la GPA, le racisme et bien sûr l'extrême droite. Les Amazones sont un peuple de femmes libres qui sont affranchies des normes patriarcales et mythiques ou mythe ou réalité, ça, on peut pas, enfin moi je ne sais pas, je ne me prononcerai pas, mais en tous les cas, celles d'Avignon, elles sont bien réelles. Alors, les actions qu'on a menées avec les Amazones d'Avignon, elles sont très nombreuses. On colle principalement dans la région d'Avignon, Avignon même, mais pas seulement. Donc, par exemple, la grande Andrea Dworkin, souvenez-vous, résistez, ne cédez pas. On avait cité aussi au moment on avait collé la phrase de Ruth Bader Ginsburg et Sarah Grimke au moment où les États-Unis sont revenus sur le droit à l'avortement. On est allé à Marseille mettre un peu d'animation devant le procès de Depardieu, avec quand même quelques effets et quelques résultats. Bien sûr, on colle contre les féminicides, on colle contre les viols correctifs de lesbiennes, on colle contre le genre, on peint aussi, on a peint sur les 4 derniers kilomètres du Mont Ventoux les silhouettes de 400 femmes victimes de féminicides assassinées par leur conjoint. Donc voilà, les 4 derniers kilomètres du Ventoux, c'était quand même un gros travail. On décore les statues aussi avec sororité, etc. Voilà, ce genre d'action on fait en permanence. Et évidemment, on mène des actions qui sont collectives. Alors là, spécifiquement, bien sûr, on allait y être hein, sur le procès. Donc on a décidé qu'on allait faire une action qui serait collective, et c'est ce qui s'est passé. Et je tiens à le dire parce que dans les femmes qui sont présentes aujourd'hui et dans celles qui ne sont pas présentes à ce webinaire, je tiens à remercier chacune d'entre elles pour sa participation. Beaucoup, beaucoup de femmes sont venues et on n'aurait rien pu faire sans le groupe. Donc même si c'est moi qui m'exprime, je tiens à le dire, c'est vraiment une affaire collective. Féministe, bien sûr, basée sur la valeur de la sororité comme valeur centrale, radicale, avec parfois le fait de privilégier ce qui est légitime à ce qui est légal. Donc on a de l'action qui est en conscience, parfois pas complètement légale, voire pas du tout. Nous sommes aussi inclusifs, j'aime bien ce mot, et comme tout le monde d'ailleurs, hein, parce que j'aime bien quand on dit je suis inclusive, ah bah non, pas moi. Si, si, nous incluons toutes les femmes, par contre seulement les femmes. Nous sommes un groupe qui mène des actions locales, mais nous avons aussi des Amazones d'Avignon qui habitent loin, comme à Dijon par exemple. Et on a eu beaucoup d'aide, notamment internationale aussi sur ces derniers mois. Notre action, elle a été longue aussi. C'est un sprint qui a duré 4 mois et qui nous laisse épuisés. Et c'est une action qui s'est menée de façon résistante, voire résiliente, et en particulier contre des attaques venant de notre camp, enfin de celles qui sont supposées être de notre camp. Je ne souhaite pas développer davantage, sauf si vous y tenez absolument. Mais il faut savoir que la vie des féministes, elle est quand même assez difficile et qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Bon, je passe. Alors, ce procès, le contexte. Ce procès, il a duré du 2 septembre au 19 décembre donc 2024, 4 mois. Ça, c'est complètement inouï hein, comme, quand on lit ça. Ça s'est passé devant la cour criminelle du Vaucluse, donc pas une cour d'assises, et donc pas un jury populaire. Un jury populaire, c'est-à-dire des juges citoyens, mais on avait 5 juges professionnels. En fait, il y en avait 6. Je pense ils se sont garantis d'en avoir 5 à l'arrivée. C'est pour ça qu'il y en a eu 6 tout le long. Inconvénient, pas de peine supérieure à 20 ans possible et certains faits qui ne peuvent pas être qualifiés devant une cour criminelle comme les actes de torture et de barbarie. Après, on peut comprendre que mobiliser des citoyens pendant 4 mois pour un procès comme celui-là, ça semble difficile. Bon, voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Alors là, je vais le faire très vite parce que je pense que quand même, il faudrait avoir vécu dans une grotte depuis 6 mois pour pas savoir. Donc, on a Dominique Pellicot qui a usé de la soumission chimique pour livrer sa femme Gisèle, âgée aujourd'hui de 72 ans, à plusieurs dizaines d'hommes recrutés sur le site coco.fr, puis coco.gg Guernesey. Mais bon, coco quoi. Ça a duré environ 10 ans. C'est ce que Dominique Pellicot annonce
Sauf que, effectivement, dans les violeurs, le plus ancien viol jugé remonte à 2017. Donc, on se demande ce qui s'est passé entre 2010 et 2017. Il n'y a pas de disque dur qui soit retrouvé. Donc, à mon avis, elle a changé de disque dur et donc les preuves des viols précédents ont disparu. Donc, il y a eu des dizaines de viols. 51 violeurs ont été interpellés, sont aujourd'hui âgés de 24 à 74 ans, de tous les milieux sociaux. Ils exercent toutes les professions. Il y a des pompiers, gardiens de prison, journalistes, infirmiers, chauffeurs routiers, etc., vendeurs à Biocop, etc. Aujourd'hui, on a à peu près 30 autres violeurs qui sont recherchés, pour lesquels il y a des photos, mais on ne les a pas retrouvés. Alors apparemment, on vient d'en retrouver encore un, donc il va y en avoir d'autres qui vont se faire pincer, on espère. Voilà. Et évidemment, pour toutes ces raisons-là, c'est un procès qui était complètement inédit en France. J'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Et ben, pas de peau, c'est tombé à Avignon. Et on était là, et on était prêts. Alors, on avait finalement 51 hommes jugés, dont un en fuite, et deux types, enfin, on va dire deux profils, Dominique Pellicot et les 50 violeurs. Alors, Dominique Pellicot, lui, c'est quelqu'un qui a toute sa vie été très violent, un escroc déjà, qui a toujours dépensé plus que ce qu'il gagnait, qui s'endettait, enfin, prenait de l'argent partout où il en trouvait, qui faisait donc pratiquait l'upskirting, c'est-à-dire la prise de photos dans les cabines d'essayage. Et il avait été attrapé pour ça en 2011 ou 2010, je ne sais plus. Et il avait eu, attention, une amende de 100 euros. Voilà. Donc on lui a dit en gros, c'est pas bien, faut pas refaire. Ça n'a pas marché. Il sera bientôt jugé pour deux meurtres, enfin un meurtre et une tentative de meurtre précédés de viol. Donc à chaque fois des agentes immobilières à qui donner rendez-vous. Il y avait un mode opératoire. Et a priori, la même des viols également sur au moins cinq agentes immobilières. Bon, là, c'est en cours d'instruction. Bien sûr, les viols sur Gisèle, des agressions sexuelles sur ses petits-enfants et des prises de photos de ses belles-filles également et un gros point d'interrogation pour sa fille Caroline. Les 50 violeurs, eux, c'est vraiment la banalité du mal. Il y a de tout, des violents conjugaux, des trafiquants de drogue, des clients de pédopornographie, des zoophiles, des violeurs, des hommes violents qui pratiquaient la soumission chimique sur leur compagne. Il y a au moins trois apprentis de Dominique Pellicot dans le lot. Bien sûr, ils se disent tous innocents. Alors, on en a une dizaine à peu près qui ont reconnu les faits. Les autres, une grosse trentaine, 30, 35, se disaient innocents. Alors qu'il y a toutes les vidéos, toutes les preuves, hein, vraiment toutes les preuves, qui sont parfaitement identifiées sur les vidéos. Ils se disaient tous victimes de Dominique Pellicot, donc ça c'est vraiment leur point commun. Donc ils étaient les vraies victimes. Parfois ils ont même dit qu'ils étaient victimes de Gisèle, voire victimes de Caroline, on ne sait pas trop pourquoi. Et en tout cas, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que violeur égale menteur. Voilà, ça c'est prouvé. Ces hommes, ils avaient des preuves il y avait des preuves de leur viol. Et il continue à dire, c'est pas à moi. Par exemple, il disait, c'est mon corps, mais c'est pas mon cerveau. Et bien sûr, 35 ont plaidé l'altération du discernement, donc qui n'a pas été retenu d'ailleurs, pour dire que ce n'était pas ma faute. Voilà. Donc là, je mis une petite tête de vainqueur. Hop. Alors, il était évident qu'on allait y être. Hein, donc, nous, les Amazones, on avait dit qu'on y serait. Et bah, on y était. Voilà, on y était. Dès le 2 septembre, bah, on y était. Alors là, il y a une petite partie des Amazones, hein, mais on est beaucoup plus nombreuses que ça à avoir été sur les actions. Donc on y était et on a mené beaucoup d'actions féministes autour du procès. Alors, les actions, donc là, je vais développer les différentes façons dont nous, féministes radicales, avons jugé bon d'agir autour du procès. Je ne prétends pas avoir fait quelque chose d'exhaustif. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu faire ou qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas eu l'idée de faire ou les moyens de faire. Voilà, donc là, je vais juste lister ce que nous avons fait. Donc, nous avons géré notre présence déjà en salle d'audience. On avait un tableau, en fait, qui est sur un drive, tout simplement, dans lequel on s'inscrivait et il y avait 2 à 4 femmes par demi-journée qui étaient présentes, donc de notre groupe, qui étaient présentes au procès. Donc, ce qui nous a permis de développer une vraie expertise sur le procès et puisqu'on partageait ensuite en permanence hein, sur un groupe WhatsApp ce qu'on avait entendu aux audiences, on prenait des notes, qu'on partageait, etc. Donc, on a déjà cette expérience-là, cette expertise-là. On a également accompagné les femmes au palais de justice. Alors, quand je dis accompagner, c'est qui?
Bah déjà, la première personne qu'on a accompagnée au palais de justice, c'est Gisèle. Gisèle et sa famille. Et en particulier, c'est moi qui ai démarré les applaudissements, c'est-à-dire qu'un jour, on faisait une sorte de haie de stupeur à la sortie du tribunal. Et quand tous les violeurs sont passés et qu'on nous faisait taire, bien sûr, quand Gisèle est arrivée, je me suis sentie extrêmement, enfin, pleine de gratitude en fait et d'admiration pour cette femme. Et j'ai applaudi. Et puis d'autres femmes ont applaudi. Et puis c'est devenu un rituel. Et en fait, c'est devenu quelque chose qui a été remarqué, je dirais un peu tout le temps. Donc chaque fois que Gisèle entrait ou sortait, elle avait des applaudissements des femmes qui étaient présentes. Alors je dis le public, mais c'était des femmes. On était 95% de femmes. Ça fait partie des choses d'ailleurs sur lesquelles dont on pourrait discuter. Mais on n'était pas présente que pour elle. On était aussi à la rencontre et en soutien des femmes qui étaient venues assister au procès. On a été beaucoup, beaucoup contactés sur nos réseaux sociaux par des femmes qui voulaient venir, qui voulaient des informations, qui n'avaient pas d'informations. Le tribunal ne donnait pas d'informations sur le déroulement du procès. Donc nous, on donnait les informations, les horaires, le lieu, etc. Et puis on était présente pour les soutenir. Et c'est vrai que parfois, il y a eu des femmes qui ont un peu décompensé parce que c'était bon, extrêmement traumatisant. Je reviendrai dessus. Donc on a été en soutien à ces femmes-là à leur rencontre. Et on a été également en soutien des compagnes et des ex-compagnes des violeurs, qui étaient ben, on est féministes, hein, donc nous, c'est toutes les femmes. Et donc, il y avait enfin, elles étaient toutes, évidemment, convoquées au tribunal, souvent sans avocat, pour parler de leur vie avec le violeur. Et voilà, et donc c'était extrêmement traumatisant pour elles, très, très anxiogène, et souvent, elles nous ont demandé de l'aide. Donc, on en a 3 qui nous ont demandé de les accompagner, c'est ce qu'on a fait. Alors après, bien sûr, on ne s'est pas contenté de ça. On a eu ce qu'on appelait, ce que je mettrais dans un grand sac qui s'appelle l'activisme. Alors l'activisme, c'est quoi? Les collages. Donc là, je vous invite à aller voir notre site, notre compte Instagram, les Amazones d'Avignon, pour voir nos collages. Je les ai pas tous publiés parce que j'ai qu'une vie, pas le temps de tout faire, mais il y en a quand même quelques-uns. On est allé à peu près coller 30 fois sur la durée du procès et je dirais en moyenne une dizaine de phrases à chaque fois, donc à peu près 300 phrases. À la fin, il n'y avait plus de mur. Heureusement, la mairie nettoie de temps en temps. Les thèmes, à chaque fois, on collait sur des thèmes. Donc, d'abord, soutien à Gisèle. Donc, enfin, on travaille, hein, on colle pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on discute, on élabore nos phrases, on peint les phrases et ensuite on les colle. Et ce sont des collages à thème. Donc, il y a eu d'abord soutien à Gisèle, dénonciation des violeurs. Ensuite, on a collé contre le huis clos. On a collé des phrases citées mot à mot des verbatims de Gisèle, de Caroline, des violeurs, des avocats. On a réclamé justice pour les femmes. On a eu un collage de 25 phrases, 25 fois 20 ans pour chacun, histoire que le message rentre bien. On a collé merci Gisèle, etc., etc. On a fait un truc qui s'était jamais fait. On a posé des banderoles sur les remparts d'Avignon. Je ne sais pas si vous connaissez Avignon, mais c'est une ville avec des remparts. Elle est entièrement ceinte de remparts. Donc, c'est assez haut d'ailleurs et assez dangereux, je dois dire, de monter là-haut. Mais on a eu cette idée-là de mettre des banderoles. Et donc, on a eu 5 banderoles qui ont été posées successivement. Non au huis clos, soutien Gisèle, un viol est un viol, 20 ans pour chacun et merci Gisèle. Bien évidemment, le thème était choisi en fonction de l'actualité du procès. À chaque fois, on s'est adapté. Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que la jeune garde qui a fait une petite queer, qui a fait une petite manifestation un jour, est montée, donc des hommes, bien sûr, en manifestation féministe, ça fait toujours bien, sont allés poser une banderole, c'était marqué le viol n'a pas de nationalité. Et la police leur a dit, hé les gars, si vous n'enlevez pas votre banderole, on va vous mettre une amende. Et donc leur banderole a tenu 5 minutes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Nous, les nôtres, elles ont tenu quasiment toute la durée du procès. La dernière, c'est moi qui l'ai retirée. Elle resservira. On a aussi fait de l'activisme devant et derrière le palais de justice, donc des manifestations. On a un peu couru, voilà, avec des panneaux, etc., mis des fumigènes. On a organisé 4 grosses manifestations, donc une par mois, 2 septembre, 19 octobre, 25 novembre et 20 décembre. Et ça c'est le truc qu'on n'avait pas du tout anticipé, on a eu un gros, gros travail médiatique. Donc on était présente en salle des pas perdus et on se relayait
pour répondre aux médias. Alors, bon, moi, j'en ai fait beaucoup personnellement, mais toutes mes amies ont fait des médias aussi, soit du direct, soit de la radio, de la télé, enfin vraiment de tout. Les médias sont venus nous accompagner sur les collages aussi. Et j'estime avoir fait à peu près un peu plus de 300 interviews ou reportages. Donc, autant vous dire, je suis un peu fatiguée. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, enfin, c'est pas mal. Voilà. Alors, le procès, il s'est déroulé en trois grandes étapes. Première étape, c'était le mois de septembre. Donc là, le mois de septembre, ben, c'est le début, la stupeur, on découvre le truc. Donc là, c'était une période où il y a eu les expertises, les enquêteurs et aussi, surtout le 5 septembre, la première fois où Gisèle s'est exprimée. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai mis cette date en rouge parce que pour moi, ça a été vraiment une révélation avec une manif le 2 septembre. En octobre et en novembre, on a eu les accusés qui n'étaient plus convoqués tous ensemble, mais seulement par groupe de 6 à 8. Donc ça a fait un peu baisser la tension parce que quand ils étaient à 50, c'était quand même beaucoup plus difficile. Donc le lundi, on examinait leur personnalité. Le mardi, le mercredi, les expertises, les témoignages. Le jeudi, les faits, les vidéos notamment. Et le vendredi, rattrapage pour ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire le reste de la semaine. Et tout ça pendant tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Et en décembre, les plaidoiries, les réquisitions, les verdicts et une manifestation qui est de conclusion le 20 décembre. Donc en gros, on a eu septembre et décembre, les accusés qui étaient là, 100% des accusés étaient présents, 32 comparaissants libres, donc venant avec nous, enfin mélangés à nous en fait. Voilà, c'est très bizarre. Et 18 étant emmenés chaque matin par un car depuis la prison du Pontet et ramenés le soir. Donc voilà, donc ça c'est un truc un peu difficile dont je vais reparler plus tard. Alors maintenant je vais faire, voilà, une fois que j'ai posé un peu les choses, ben, il y a un certain nombre d'enseignements et c'est un peu du vrac que je vais poser. Je ne sais pas encore comment tout organiser, mais voilà, je vous livre ça et puis on pourra en discuter après. Alors là, en fait, je vais être très honnête. J'ai fait il y a une liste de points qui sont importantes. Je suis sûre que j'ai oublié des trucs super importants. Mais préparer ce diaporama, ça m'a retraumatisée. Donc, je suis extrêmement traumatisée par ce qui s'est passé, c'est moi, je pense que ça s'appelle du trauma vicariant. Et donc, voilà, donc forcément, c'est pas parfait ce que j'ai fait, donc je vous le dis, voilà. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même fait de mon mieux. Donc, Gisèle. Première chose, Gisèle, elle a vraiment marqué ce procès. D'abord parce que c'est la victime, c'est quand même un truc incroyable. Une victime, 51 violeurs. Imaginez un peu si c'était des femmes qui avaient fait ça. 51 femmes qui avaient violé un homme. Bref. Et ça m'a inspiré cette phrase. On la disait brisée, c'est une combattante Gisèle. Donc c'est un alexandrin que j'ai écrit et collé sur un mur. Et c'est exactement ce que j'ai à dire de Gisèle. C'était vraiment une femme qui est arrivée comme une petite chose. On avait l'impression qu'elle allait s'effondrer à tout moment. Et en fait, elle nous a montré qu'elle était une combattante, une résistante. Elle a été auditionnée la première fois le 5 septembre et moi, ça m'a sidérée. D'entendre cette femme, enfin, c'était vraiment incroyable. Et elle s'est tenue notamment, elle a pris la décision de refuser le huis clos et elle y a tenu. Et pour elle, c'était vraiment une décision qui était politique. Et on lui doit vraiment énormément enfin, moi, je suis extrêmement reconnaissante de ce choix parce qu'elle nous a, en nous offrant son histoire, elle nous a offert notre histoire à nous les femmes. Vraiment. Je pense qu'elle nous permet de nous réapproprier une partie de notre histoire. Il faut savoir que la durée d'instruction a été très longue, 4 ans, enfin plus de 4 ans, puisque en fait, Pellico, il a été interpellé le 2 novembre 2020. Donc, vous voyez, que ça faisait 4 ans, mais il y avait déjà une enquête qui datait un petit peu, qui démarrait avant. C'est très long, mais on peut dire qu'il y a au moins une chose positive, c'est que si Gisèle était comment dire, un peu recomposée déjà, c'est sans doute grâce à ce temps qui lui a permis d'évoluer, de comprendre un certain nombre de choses. Et je sais que, par exemple, elle a décidé de refuser le huis clos seulement au mois de juin, alors que toute la période avant, elle voulait absolument le huis clos parce qu'elle voulait pas du tout que ce qu'elle avait vécu soit public. Et véritablement, c'est quelque chose qui est essentiel. Et Gisèle, voilà, elle s'est pas beaucoup exprimée, elle a une parole rare.
mais toujours très juste et pleine de compassion. Voilà. Et aussi, elle a créé des liens, notamment avec les femmes présentes, et notamment bah, nous, les féministes, notamment moi. Et c'est vrai qu'elle nous a dit que bah, si elle tenait, c'était grâce au soutien qu'on lui apportait. Ça, c'est vrai. Voilà, une fois où je l'ai croisée dans la rue devant un collage qu'on venait de faire la veille. Et ça, c'était, voilà, c'est un collage de Virginie. Et là, c'était un collage de Pascal. Donc, pareil, une autre fois. Donc, je l'ai croisée régulièrement devant nos collages. Et à chaque fois, elle, elle posait. Et vous voyez ce sourire et cette gentillesse, en fait, qui sont vraiment, elle est vraiment comme ça, quoi. Voilà. C'était assez touchant à chaque fois. Euh, je dirais aussi qu'elle prenait souvent le soir, après des journées quand même éreintantes au tribunal et des horreurs qu'elle entendait et qu'elle subissait, elle prenait le temps, plus le procès a avancé, plus elle a pris le temps le soir de venir nous voir et de venir saluer les femmes qui étaient là pour elle. Et prenait quelques minutes systématiquement pour venir saluer chacune d'entre nous. Et voilà, c'était très touchant et je pense vraiment que euh, il s'est passé quelque chose quoi, entre les femmes. Mais Alors, c'est vrai que ça montre vraiment l'importance de la sororité, quoi. C'est ce que tu racontes. Vraiment, ouais. c'est touchant parce que on a besoin les unes des autres alors, elle particulièrement parce que c'est affreux. Mais dans ces situations où on est victime, on a besoin les unes des autres. Oui, alors, ce qui était assez touchant, c'est qu'en plus, elle s'inquiétait pour nous. Elle nous disait, oh là là, mais il a fait froid cette nuit, vous avez encore collé. Ah, Et donc, voilà, c'est quand même vraiment, c'est ça, c'est quand même incroyable de voir une femme qui a tant subi, qui est quand même encore capable de prendre soin, vraiment. Voilà. Alors, bon, j'avance, hein, donc, au niveau de l'organisation, alors, les choses à ne pas faire, hein, l'organisation matérielle, c'était la cata, hein, vraiment. Alors, déjà, truc, bon, 32 violeurs comparaissant libres. Alors pourquoi? Bah parce qu'ils avaient quasiment tous fait de la préventive et qu'il y a des lois en France hein, qui empêchent d'être trop longtemps en préventive, c'est normal, en détention provisoire. Mais du coup, on s'est retrouvés à partager les mêmes espaces. File d'attente, toilettes, mixtes en plus, distributeur de café, etc. Donc on s'est retrouvés, par exemple, moi, la première semaine, je n'avais pas du tout compris et je suis allée aux toilettes, je me suis trouvée aux toilettes avec 7 violeurs. Voilà, donc je vous laisse imaginer ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas pu, en fait, j'étais complètement tétanisée. C'est-à-dire que j'ai eu un moment, je savais bien qu'ils n'allaient pas me violer, hein, évidemment, pas dans le tribunal, encore que. Et j'étais complètement tétanisée. J'ai dû appeler une amie qui est venue avec moi parce que je ne pouvais plus bouger, quoi. En plus de ça, ils étaient menaçants, de parfois très explicitement, notamment envers nous, les féministes, et envers les journalistes, les femmes en particulier. Par exemple, un jour, j'étais en train de faire une interview de Radio-Canada et BFM devant le tribunal. Il y a un violeur qui s'est un peu engrainé avec le public. Bon, j'étais pour rien. Au bout d'un moment, ça m'a un peu énervée parce que quand même, il la ramenait beaucoup. Et j'ai crié la honte. Et ensuite, le gars, il a fondu les plombs et il s'est mis à hurler en disant tu vas voir, je vais venir violer ta mère. Devant les caméras, devant les juges, devant les avocats, devant les flics, devant tout le monde, en fait. Et mais ça a été filmé en plus, hein, ça a parce que été filmé, c'est ouais. ça, j'ai vu cette vidéo Ça a été filmé, oui, oui, c'est ça, ça a été circuler, filmé. ouais. Voilà, c'était moi, en fait. Oui, oui, oui. Voilà, et son avocate a dit oui, mais il faut dire qu'elle a un peu cherché. Voilà. Donc, ils pouvaient tout faire. Ils avaient tous les droits. Ils venaient masquer. Donc, on dépit toutes les lois. Mais bon, bref, ils avaient tous les droits. Certains journalistes ont été censurés, en particulier Frédéric Munch, qui est un journaliste qui, notamment, s'intéressait vraiment aux violeurs. Et il a été exclu du palais de justice 2 fois. Voilà. Donc, il a fait intervenir son syndicat. Mais bon, bref. Voilà. Donc, alors ensuite, pour le public, et notamment, alors je pense que ça ne serait pas passé comme ça si on n'avait pas été que des femmes, mais il se trouve que le public, c'était des femmes, et on nous a infantilisés, on nous a très maltraités. Très maltraités, on faisait la queue pendant des heures pour accéder à des salles où il n'y avait pas assez de place. Parfois, on avait genre 10 places pour tout le monde parce qu'on donnait une priorité aux journalistes, ce qui semble normal, hein, bien sûr. Mais voilà, on était dans une salle de retransmission, on ne pouvait pas être dans la salle principale, alors que parfois il y avait de la place dans la salle principale, donc au mépris des lois, hein, d'ailleurs. Et du coup, ben, quand on était pas sage, on nous coupait les micros, on n'entendait pas.
Donc, punition collective. On vérifiait nos téléphones, on nous faisait des remarques désagréables, et notamment les féministes, hein. On nous a dit à un moment, oui, pas plus de deux féministes dans la salle. On a dit, attendez, ça s'appelle une discrimination, ça, ça va pas le faire. Et bon, ça l'a pas fait, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était en permanence une espèce de lutte contre nous, comme si on était des ennemis. Et évidemment, une priorité donnée aux médias, ce qui est tout à fait légitime, mais du coup, un mépris du public, et notamment des femmes qui venaient de partout pour pouvoir assister au procès. Vraiment, il y a des femmes qui sont venues de partout pour venir, qui posaient des jours de RTT, qui disaient même pas à leurs collègues ce qu'elles faisaient, parce qu'elles n'osaient pas le dire, et qui venaient pour voir la justice, en fait, fonctionner la plupart du temps, parce que pour elles, ça n'avait pas fonctionné, ou parce qu'elles avaient des doutes en termes de soumission chimique, d'avoir été victimes aussi. Voilà. Et puis un point vraiment, vraiment lamentable, il y avait un planning, un plan d'audience qui était fait depuis le début et qui n'a pas été communiqué volontairement donc, au public. Donc, et tous les jours, le président de la Cour disait ah ben demain on va faire ça. Chaque fois, en fait, on avait au moment de fermer l'audience ce qu'on allait faire le lendemain. Alors qu'en fait, il y avait un planning qui était prévu depuis longtemps et c'était vraiment clairement pour nous empêcher de nous organiser. Comme d'ailleurs la date pour le verdict qui a été fixée quand nous, on a déposé notre manifestation. C'est-à-dire que quand ils ont su qu'on déposait le 20, ils ont dit, bon, ok, verdict le 19, pour être sûr. Bon, bah, pas de peau, on est quand même venu le 19 aussi. Mais voilà, il y avait vraiment une volonté de lutter contre nous, alors qu'en fait, enfin, comme si on avait été des ennemis, quoi. Alors, un autre point, super, j'ai l'impression que je suis super longue, mais bon, Non, bref, pas du tout. Non, non, de toute façon, il y a beaucoup à dire, donc c'est vrai. merci, hein, vraiment. Alors, donc, ce que je peux dire, la culture du viol. Alors là, c'est un truc de fou. On le sait, hein, on vit dans un monde avec la culture du viol à tous les étages, mais alors vraiment, à ce point, c'est quand même un peu sidérant. Les avocats qui avaient une stratégie revendiquée de harcèlement de Gisèle. À un moment donné, l'avocat, Maître Babonneau, s'est interposé parce qu'il y avait vraiment un harcèlement donc, de la part d'une avocate de la défense sur Gisèle, en disant arrêtez de martyriser ma cliente. Et c'est l'avocat de Gisèle Pellicot qui a été réprimandé. Donc il y avait vraiment, enfin, en accusant Gisèle d'être exhibitionniste, d'être alcoolique, etc. Enfin bref, voilà. Il y a eu cet argument de la pulsion, de la testostérone qui fait faire aux garçons des bêtises. Tout ça, ça doit changer, en fait. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le principal truc qui doit changer. C'est les avocats de la défense, toutes les stratégies de défense ne sont pas acceptables. Et une stratégie qui est basée sur le harcèlement et la mise en accusation de la victime, c'est inacceptable. Je sais qu'au Canada, c'est interdit. Je ne vois pas pourquoi en France, on continue à accepter n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Par exemple, maître Nadia El Bouroumi, elle a fait pleurer tous les enfants de Gisèle, chacun à son tour, et ses gendres aussi. Chaque fois qu'ils sont, elle les a tellement harcelés qu'elle les a fait pleurer. Est-ce que c'est digne? Non, ça doit changer. Ça fait partie des choses que j'ai proposées à la Coalition pour la loi intégrale avant que ce groupe ne me vire en apprenant par des sources bien informées que je serais d'extrême droite. Voilà, donc la Coalition pour la loi intégrale, j'ai travaillé dedans et j'ai proposé cet article qui a été ajouté, mais bon, ils ont gardé l'article, même si a priori les Amazones d'Avignon sont persona non grata, le syndicat solidaire s'en est chargé. Qui est complètement absurde. Enfin, vraiment, Eh ces oui, accusations oui, enfin, bien sûr. complètement fausses, alors qu'on est quand même Non, non, un mais mouvement de ça, c'est gauche. tellement. Voilà, mais bon, en tout cas, je balance, c'est le syndicat solidaire en particulier qui a agi voilà, pour Ouais. faire retirer, parce qu'il paraît que les Amazones d'Avignon sont poreuses aux idées de l'extrême droite. Bah oui, on dit que Ben les oui. femmes n'ont pas de pénis, évidemment, hein. C'est- Voilà, mais bon, bref, Mais, voilà. J'ai mais j'ai les sur mots et j'ai les copies d'écran. ce que je trouve intéressant, parce que effectivement, moi, quand j'en ai parlé, enfin, j'ai un petit peu suivi de très loin, hein, mais quand je disais, mais il y a vraiment des avocats et des avocates qui se comportent très très mal, les gens disaient, bah oui, mais il faut bien qu'ils défendent. Ah Mais non? quand on voit l'avocate de Dominique Pellicot, euh, Oui. elle se comportait pas du tout pareil. Ouais, ouais. Je vais revenir sur les avocats parce que j'ai prévu carrément un petit Ah oui, d'accord. Bon, alors, un point sur les avocats parce ouais, qu'effectivement, il y a avocats et avocats. oui.
Alors, bon, les juges, alors, incroyable. Chaque fois, les juges ont passé un temps incroyable à poser des questions aux accusés sur leur sexualité, sur leur satisfaction sexuelle, comme si le viol, c'était de la sexualité, pas de la violence. C'est comme si, alors qu'en fait, il y en avait au moins cinq qui étaient impuissants dans le lot. Bref, donc, et en plus de ça, un grand nombre d'entre eux n'étaient pas du tout attirés par les femmes, mais par les relations sexuelles qu'ils allaient avoir avec Dominique Pélicaud euh, après avoir violé Gisèle, hein, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais il y avait une grande partie de ces hommes qui étaient motivés par des relations sexuelles avec Dominique et non pas avec Gisèle, enfin sur Gisèle. Oui, les juges ont utilisé des termes comme rapport sexuel ou acte sexuel, alors que Gisèle disait non, non, c'est des viols en fait. Mais voilà, ça n'a pas été entendu. Il y a également eu des questions très très longues et très fréquentes sur aux conjointes et aux ex-conjoints. Est-ce que vous aviez des rapports suffisamment fréquents avec votre conjoint? Est-ce qu'il était satisfait sexuellement, etc. Au point qu'on a une ex-conjointe, je l'ai mis en rouge, s'est excusée auprès de Gisèle. C'est-à-dire qu'en fait, cette femme, elle... C'est Bon, horrible. je passe parce que là, C'est voilà. affreux. Elle a C'est jugé bon de s'excuser auprès de Gisèle en disant c'est peut-être à cause de moi que... Bref. Euh, et il y a personne bah oui, il y a personne qui lui a dit, mais non, les non. hommes n'ont pas de besoin, non, Ah non, ah non, ah non. Jamais de remise en question de l'achat d'actes sexuels par les accusés. Je vais revenir là-dessus après. Pour le grand public, alors ça a été un gigantesque no all, hein. Le nombre de fois aussi où on m'a dit, mais comment est-ce qu'elle a fait pour pas s'en apercevoir? Autrement dit, bah, quand même, elle savait. Bon, on ne sait pas trop pourquoi on se pose ces questions-là. Une croyance très répandue que Pellico faisait payer les violeurs, comme si ça avait été une circonstance qui expliquait le truc. Mais non, en fait. Sur les réseaux sociaux, on commence à voir fleurir des tu mérites une pélico. Moi, je l'ai déjà vu. Et même en salle d'audience, il y a un journaliste qui a dit à une journaliste, va prendre tes cachets. Donc, on sent que la culture du viol a encore de beaux jours devant elle. Mm, Et donc, en particulier, la pornographie prostitution. Donc là, donc moi, j'ai pas raté une seule occasion hein, médiatique pour rappeler le sujet. Donc, fameux site Coco, c'était prétendument un site libertin, mais en réalité, c'était de la pornographie et de la prostitution, voire de la criminalité organisée. Tous les accusés consommaient de la pornographie, c'était leur point commun, en dehors du fait d'être des hommes. Parfois de la pédopornographie. Il y avait aussi d'autres paraphilies. Ils étaient amateurs notamment de sous-vêtements de femmes. Euh, Ensuite, par rapport à la pornographie, il faut savoir que Dominique Pellico réalisait ses films ensuite, tout de suite après, hein, il faisait des montages. Et donc, il faisait des montages exactement comme des films porno, avec des séquences et des titres très explicites. Je vais vous épargner ça, mais des titres qu'on retrouve dans les films porno. Les violeurs exécutaient un scénario exactement comme dans un porno. Tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça, enfin voilà. Pour ce qui est de la prostitution, eh bien, ils étaient nombreux à consommer hein, de la prostitution. Il y en a même un qui a dit bah, quel routier, jamais allé aux putes. Voilà. Au moins l'un d'entre eux se prostituait une femme handicapée. Pareil, il lui est rien arrivé. Et pas une seule fois, la loi Olivier Coutel, qui est la loi française abolitionniste du 13 avril 2016, n'a été évoquée par les juges, alors qu'il s'agit d'un délit. En France, on n'a pas le droit de recourir au service d'une personne en prostitution, ni même de solliciter un acte de prostitution. C'est un délit et ça n'a jamais été rappelé. Donc voilà, donc ça fait partie de la culture du viol, mais je voulais faire un petit point spécifique là-dessus. Ensuite, on a eu un gigantesque écran de fumée avec tout un débat sur la loi sur le viol et sur le consentement. Donc, un moment médiatique centré sur la définition du viol. Les journalistes, je pense, à ce moment-là, ils n'avaient rien d'autre à se mettre sous la dent. En tous les cas, donc je rappelle que la loi française, c'est un viol est tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. Voilà la définition de la loi. Et donc, à un moment donné, tout le monde a trouvé que c'était super urgent de refaire la loi sur le viol et de mettre dedans le consentement. Donc là, il y a
des gens qui se sont frottés les mains, notamment des élus, Europe Écologie Les Verts ou LFI. Je trouvais que c'était une super bonne idée. Et bien sûr, des féministes libérales, hein, je vais pas faire de pub à nous, pour nous toutes, donc je ne vais pas en parler. Mais le consentement, c'est quand même un moyen de mettre le focus sur la victime. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Est-ce que le comportement de la victime, est-ce que c'est le problème quand il y a un viol? Donc en France, on est assez fiers de dire que non pour le moment. Et en tous les cas, s'il doit y avoir un débat, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Je sais qu'il y a des féministes, des vrais féministes qui sont également pour l'introduction du consentement dans la loi. Mais en tous les cas, ça ne doit pas se faire sans les femmes et sans les féministes. Comme là, ça a été, il y a eu une tentative de faire ça à la va-vite, comme si ça allait tout régler. Je rappelle que ici, dans le cas des violeurs de Gisèle Pelicot, on est sûr à 100% qu'il s'agit de viol. La question n'est pas est-ce que c'est des viols, en fait. La question, c'est est-ce qu'on va appliquer la loi? C'est plutôt ça, le sujet. Et donc, tout ça pour ne pas parler de la réalité. La réalité, c'est quoi? D'abord, que l'impunité en France, c'est la règle. 10% des femmes victimes de viol portent plainte. 94% des plaintes sont classées sans suite ou non lieu, je ne sais plus. Donc, ça nous donne 99,4% d'impunité. C'est la règle. L'autre problème que je n'ai pas cessé de rappeler donc aux médias, c'est l'omniprésence de la pornographie et de la culture du viol. Là, on était vraiment dans des scénarios qui étaient exactement de la reproduction de ce qui se passe dans le porno. La seule différence, c'est qu'ils passaient à l'acte, c'est tout. Il faut savoir que, en moyenne, Dominique Pélicaud proposait à des hommes de venir violer sa femme, Gisèle, de façon très explicite, hein. L'annonce, il n'y avait pas du tout d'ambiguïté sur ce qu'ils allaient faire et sur le fait qu'elle serait sédatée. Donc il y en avait 7 qui acceptaient sur 10, donc 3 refusaient. Tous ceux qui acceptaient sont venus, ils sont allés jusqu'au bout. Certains n'ont pas réussi à avoir une érection suffisante, donc ont commis des viols avec d'autres moyens, des doigts, des instruments, des légumes. Il y en a un qui est effectivement pour lequel on n'a pas pu prouver Bon, bref, il vend des mous. Voilà. En tous les cas, aucun n'a dénoncé les faits. Aucun. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'hommes, littéralement des centaines d'hommes qui étaient au courant, et aucun n'a fait tomber cet édifice mortifère. C'est la fraternité comme haine des femmes, guerre contre les femmes. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi le plus choquant, c'est ça, c'est tous ces hommes avaient la possibilité de dénoncer, aucun ne l'a fait. Alors évidemment, c'est pas tous les hommes, je vais pas refaire un Autolmen, mais voilà. Autre chose, le problème c'est pas Mazan, même s'ils ont un maire particulièrement débile. Donc Mazan, c'est pas le problème, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, le procès de Mazan, etc., comme s'il y avait une sorte de microclimat à Mazan. Mais c'est bien, c'est pratique, on a concentré tous les violeurs à Mazan, puis du coup, on est tranquille partout ailleurs. Ben non, en fait. Dans la réalité, chaque femme vit entourée de dizaines, voire de centaines d'hommes qui seraient OK pour venir la violer s'ils étaient assurés de l'impunité. C'est ça la vérité. C'est ça, mesdames, que vous devez comprendre. Et ça, ben, on tombe de haut quand on le comprend, hein. Alors, Notolmen, peut-être. En tout cas, seulement des hommes, ça c'est sûr, et beaucoup trop d'hommes, c'est sûr aussi. Je suis presque devenue un tout petit peu misandre. Alors, voilà, je change de sujet. Alors, Euh, c'est une je- question, Corinne? oui, je me permets, tous des hommes, mais des hommes aussi au niveau de leur orientation sexuelle. Je pense qu'il Oui, y a alors, peut-être... c'est des hommes des hommes homophiles, on va dire, puisqu'en fait, ils étaient quand même tous motivés par le fait d'avoir des relations sexuelles avec Dominique Pellicot et non pas avec Gisèle, enfin sur Gisèle, puisqu'en fait, c'était le deal, c'était tu violes ma femme et ensuite on a des relations ensemble. Ou alors ils avaient aussi des relations en même temps. Enfin bon, bref, je ne vous fais pas de dessin, mais clairement, il y a un profil d'homme qui aime les hommes, vraiment, et qui hait les femmes. Voilà, on va dire ça comme ça. Not all gay, bien sûr. Alors, maintenant parlons du corps médical. Il faut savoir quand même que le premier qui a ouvert la boîte de Pandore, c'est un infirmier sur un site porno, je crois, enfin, ou un pote de Dominique Pellicot. Gisèle ne voulait pas être sodomisée.
Du coup, il lui a donné la recette. Il lui a dit, bon, c'est simple, tu fais ça et ça et ça, et tu verras, tu vas y arriver, ce sera sans problème. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il faut savoir que c'est un infirmier qui a donné la recette au départ. Il n'a pas été inquiété, hein. Ensuite, Dominique Pécot s'est fait prescrire ses médicaments. Et bien sûr, il y a un pharmacien qui peut-être aurait pu se rendre compte. Alors moi, je ne suis pas du tout en train d'accuser, mais en tout cas, je me demande en fait à quel moment on ignore les choses, jusqu'à quel point. En tout cas, le médecin, lui, il a refusé de comparaître. Il a été convoqué, il a refusé, et on a accepté son refus. Il faut savoir aussi que Gisèle, elle avait de nombreux signes cliniques, hein. Elle avait des pertes de mémoire, perdu 10 kilos, perdait ses cheveux. Enfin, on craignait vraiment pour sa vie, quoi. Et donc, elle allait faire beaucoup d'examens médicaux auxquels systématiquement Dominique Pellicot l'accompagnait. Et ça, on peut se poser la question aussi de la légitimité du conjoint systématiquement sur les examens médicaux, puisque ça lui permettait d'enfumer un peu les praticiens. Bah, surtout quand on sait qu'une des recommandations enfin, par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes, ça s'adresse aux médecins et c'est de pratiquer le questionnement systématique et de poser, enfin, que ce soit les médecins, les travailleurs sociaux, enfin, toute personne qui accueille du public, c'est de poser systématiquement la question aux femmes, est-ce que vous subissez des violences ou est-ce que vous en avez déjà subi? Donc, Oui, apparemment, alors, ces médecins-là, ils suivent pas cette recommandation parce que tu peux pas poser la question s'il y a le conjoint, hein. Enfin, exactement. En revanche, clairement, de toute façon, Gisèle n'aurait pas répondu oui, dans la mesure où elle était complètement dans l'ignorance de ce qui lui arrivait, hein. Il faut quand même, bien sûr. ça, il faut bien le rappeler. Mais en tous les cas, si c'était valable avant, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, c'est plus possible. On doit chercher ça aussi, hein. Et c'est pour ça que je dis, pour conclure, négligence ou complicité, point d'interrogation. La vérité, c'est qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc à partir de maintenant, il va falloir aussi que les médecins, ils cherchent ça. Parce qu'il ne s'agit pas de juste une Gisèle Pédicot comme ça. Malheureusement, c'est beaucoup plus grave que ça. Justement, j'arrive sur la soumission chimique. Donc il y a un énorme chantier, hein, avec l'association M'endors pas qui a été créée par Caroline Darian, donc la fille de Gisèle Pédicot. Donc cette association, elle va lutter contre la soumission chimique, mais ce qui est important, c'est de comprendre que la soumission chimique, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est la violence masculine. La soumission chimique, c'est le moyen. C'est le moyen. C'est le couteau, c'est la corde, c'est les poings. Sauf que c'est chimique, c'est tout, hein. Donc voilà, mais en tout cas, il y a un chantier là-dessus. Et il faut savoir que la semaine dernière, hein, donc, il y a une journaliste allemande qui a trouvé un groupe, qui a mis à jour un groupe Telegram où 70 hommes s'échangeaient des astuces donc, de soumission chimique pour droguer, violer des femmes, partager des fichiers, des vidéos, etc. Je viens de violer ma soeur, je viens de violer ma copine, je viens de violer ma mère. Voilà, donc en fait, c'est pas du tout, malheureusement, on n'a pas du tout fini avec ce procès sur la soumission chimique, parce qu'il s'agit de la guerre que certains hommes mènent contre les femmes. C'est de ça qu'on parle en fait. Un autre point important, c'est le non-dit de l'inceste. Alors, donc, on a retrouvé des photos de Caroline, donc la fille de Dominique et Gisèle Pellicot, en sous-vêtements, dans des sous-vêtements qu'elle ne connaît pas, avec son corps, voilà, bref, dans un lit qui n'est pas son lit, etc. Mais Dominique Pellicot n'a pas reconnu les faits d'inceste. Et donc, son statut de victime n'a pas été reconnu. Et ça a été un sujet qui a été évacué, pas du tout traité au tribunal. Un énorme silence, en fait, quasiment, enfin, un éléphant dans la pièce et personne n'en parle. Donc voilà, je tenais à le dire parce que c'est une situation qui est extrêmement traumatisante pour Caroline et qui en plus fragilise les rapports entre la mère et la fille, l'une étant reconnue victime, pas l'autre. Voilà. Donc enfin, c'est très violent et clairement, enfin, Dominique Pellicot n'a avoué que ce qui était prouvé, enfin, ce qui était démontré. Donc voilà, là, il n'y a a priori pas de preuve, donc il l'avouera jamais. Et puis c'est un moyen de maintenir son emprise sur sa famille. Alors, à propos d'emprise, je dois dire que ce procès crée un traumatisme de masse. Je pense vous en avez sûrement conscience. Euh, Chez de nombreuses femmes, en particulier celles qui sont venues assister au procès, dont nous, les féministes, hein, mais pas que. Donc là, il y a vraiment un traumatisme important, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi un traumatisme mondial. J'ai vraiment des femmes qui m'ont écrit de partout,
pour me dire, par exemple, je passe mon temps à regarder le Twitter de Juliette Campion, et je passe mes journées à lire le compte-rendu du procès. Il y a vraiment une prise de conscience des femmes, je dis bien des femmes, parce que pour les hommes, c'est pas du tout aussi net, et c'est extrêmement traumatisant. Et qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? Il y a eu aussi les vidéos des viols, donc, qui ont été diffusées, et à la demande de Gisèle, parce que ce sont des preuves et parce que c'était nécessaire, mais on n'était pas obligé de les visionner. Moi, personnellement, je suis sortie, j'ai tenu une seconde, en fait, Je- et mon corps m'a propulsé hors de la salle, mais la plupart des personnes qui étaient présentes ont quand même visionné les vidéos, et je pense que c'est aussi une source de traumatisme, même si c'était nécessaire. Je fais la part des choses, c'était important. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il va falloir analyser ça, il va falloir en faire quelque chose. Voilà, donc moi, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, un autre point un peu plus anecdotique, mais enfin pas tellement, hein, les avocats. Alors, les avocats. Alors, je vais parler des avocats. Alors, je ne parle pas des avocats de Gisèle Pellicot, donc Maître Babonneau et Maître Camus, qui ont été remarquables, qui avaient un discours complètement à l'endroit, qui était vraiment remarquable, du début à la fin. Et d'ailleurs, dans leur plaidoirie à la fin, ils nous ont cités. Bref, je ne vais pas non plus parler de Béatrice Zavarro, qui était l'avocate de Dominique Pellicot, qui également est une femme assez incroyable, et heureusement qu'elle était là, parce qu'elle a relevé le niveau. C'est une femme qui a tenu à rester complètement digne tout le temps, qui a eu beaucoup de respect pour tout le monde, et notamment pour Gisèle Pellicot et pour toute sa famille. Et heureusement qu'elle était là, parce que je pense qu'elle a quand même fait le garde-fou. Alors, à propos de garde-fou, bah, il y avait des fous. Alors, on avait 40 avocats à peu près, parce qu'il y avait certains avocats qui avaient plusieurs accusés. Niveau très, très hétérogène, hein. Alors, quand je dis très hétérogène, voilà. Alors, on a eu, par exemple, celui qui nous a dit: «Ah, mais il y a viol et viol.» Bah, nous, du coup, on a fait la banderole, non, un viol est un viol. Mais bon, ça, c'était Maître Guillaume de Palma. On a aussi eu la mise en accusation des féministes, la version, la culpabilisation, les menaces, la silenciation, donc plusieurs plaintes contre nous. Alors, bon, moi, je suis encore pas en prison, vous m'apporterez des oranges le jour venu, mais a priori, il y a des plaintes. Plaintes pour diffamation, parce qu'on a dit que les violeurs étaient des violeurs. On l'a même écrit. Parce que nos banderoles, c'était une mise en pression du tribunal, et que c'était une entrave à la justice. Bon, bref, voilà. Donc, ils ont essayé de nous faire taire par tous les moyens. Et alors, le problème, c'est que ça marche pas du tout. Plus on essaye de nous faire taire, moins ça marche. Les avocats aussi, certains avaient des stratégies très curieuses, comme dénigrer leurs clients. Par exemple, mon client a le QI d'un vibromasseur, ou mon client a le QI d'une endive en promo chez Lidl. Voilà, donc tout ça pour dire, bon, il est débile, donc s'il vous plaît, laissez-le en liberté. Voilà la stratégie. Mais aussi et surtout une stratégie assumée de harcèlement, d'insultes et d'agression des victimes. Et ça, c'est vraiment très regrettable. Par exemple, voilà, Maître De Palma, il y a viol et viol. D'ailleurs, on le retrouve dans la rue, c'est moi qui ai filmé, en train de gratter j'ai raté un collage. Quand ils m'ont vu en train de les filmer, ils sont partis la queue entre les jambes. C'est assez drôle. J'ai la vidéo, d'ailleurs, elle est passée dans certains médias. Euh, Nadia El Bouroumi, hein, l'avocate qui chante Wake me up before you go go. Donc, autrement dit, réveille-moi avant de partir. Voilà. Donc, c'était la pire, vraiment. Maître Brouchy. Mon client est libre, il vous dit merde, vous les tricoteuses, les hystériques. Voilà. Donc il est venu le jour du verdict nous dire ça en face, là. Vous voyez, au milieu des féministes, il est là. Vraiment. Et puis on a aussi, tiens, ça c'est Maître Crépin de Haine, hein, qui me filmait pendant qu'on collait. Alors bon, du coup, je l'ai filmé, je l'ai contre-filmé, on a fait bataille, je te filme, tu me filmes. Mais c'est aussi quelqu'un qui nous parlait, qui disait qu'on était des pseudo-féministes qui faisaient des manifestations foireuses. C'est aussi quelqu'un qui a dit quand il y a eu une cagnotte qui a été ouverte pour Gisèle Pellicot par Nabila, la show, je ne sais pas comment on appelle ça, bon, bref, elle avait dit elle ferait mieux de vendre ses seins en plastique. Bon, bref, une misogyne incroyable. Donc on a des avocats vraiment pas au top, hein. Et c'est pour ça qu'au lieu de il y a viol et viol, on peut dire il y a avocat et avocat. Et on n'a pas eu que du bon, hein. Vraiment pas que du bon. On a eu du pathétique. Les accusés, ben, ils ont fonctionné comme une meute.
dès qu'ils ont compris en fait qu'ils étaient plus nombreux que nous, parce que c'est la vérité, ils étaient plus nombreux que nous, surtout les premiers jours, hein, on était vraiment très, dans un rapport de force très défavorable. Ils nous ont menacés, ils ont pris des photos de nous, ils nous ont filmés, ils sont venus masqués aux audiences, hein, en dépit de la loi. Leurs avocats les appelaient les garçons, les petits poussets qui ont fait des bêtises. Ils se sont énormément apitoyés. Ils ont tous pleuré. J'en ai pas vu un seul, un truc de fou. J'en ai pas vu un qui a pas pleuré. Ils ont tous pleuré. Après, Ils quand n'ont ils pas ont... pleuré sur Gisèle, ils ont Ah, pleuré mais pas sur du eux-mêmes. tout. Ils pleuraient sur Oh, vous ne vous rendez pas compte le choc carcéral ou Oh, ma vie est gâchée depuis le procès. En fait, non, ça va pas jusqu'à regretter les faits, hein. Non, 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 non. C'était vraiment. Mais par contre, ils pleuraient tous, puis des vraies larmes, hein. Vraiment, il y en a même un, Joseph Coco, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il disait oui, je vois plus ma petite fille de 10 ans. Bah, heureusement, j'ai envie de dire, tant mieux. Et il avait trois copains flics qui étaient karatéka avec lui, qui étaient là pour le soutenir. Et il est retourné dans la salle. Et alors ce jour-là, j'étais dans la salle principale. Mais bref, faut pas dire. J'étais là et il pleurait, les joues baignées de larmes et tout. Et là, il arrive et les copains lui disent Waouh, t'as été bon et tout. Et ils se sont fait un petit check, ils se sont tapés dans la main. Voilà. Et le gars, il est ressorti libre. Voilà. Il y en a même un qui a demandé où en était sa procédure d'adoption. C'est Redouane El Farid. Ben oui, hein, j'ai envie de te dire, ben, j'espère qu'elle est un peu oubliée. Il y en a qui ont dit c'est mon corps, pas mon cerveau. Il y en a même un qui a dit mais non, mais ben, justement, le fameux Redouane, mais non, mais je croyais pas qu'elle dormait, puisqu'il est infirmier anesthésiste, hein. Je croyais qu'elle était morte. Voilà, c'est vous dire le niveau, hein. Mais Alors, attends, parce que il me semble que tu m'as parlé, vous avez vu Ben Soussan? ah oui, oui, il y a eu Ben Soussan, ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a fait du Ben Soussan. Il y a eu quand même des experts, il y a eu quelques experts masculinistes, mais alors il y a vraiment de tout en fait. C'est vraiment l'hétérogénéité c'est comme les avocats, il y a de tout. Hmm. Oui, on a eu Ben Soussan. Alors ce jour-là, j'y étais pas, mais bah, il a fait du Ben Soussan, il a fait du masculiniste, hein. Mais il n'y a pas eu que lui, hein. Il y a eu vraiment, il y en a un, il a expertisé sept hommes et il les a tous trouvés super. C'est tous bien, géniaux, vraiment, vraiment rien à dire. C'est violeur. Bref. Allez, un petit truc, allez, un petit coup de griffe. Allez, les queers, pas de miracle. Alors, on avait collé cette magnifique. Je suis très fière de ce collage. Vous voyez la photo de Gisèle, c'est moi qui ai pris cette photo de Gisèle. Donc ensuite, je l'ai agrandie, détourée, je l'ai peinte, etc. Je l'ai collée et on a fait un beau collage qui disait Justice pour Gisèle, justice pour toutes. Mais, 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 attendez, c'est pas assez inclusif quand même, hein. Il faut être inclusif un peu dans la vie. Et donc, on a eu nos collages qui ont été dégradés par les queers, en fait, qui ont mis toust à la place de toutes et qui ont marqué no turf en dessous de notre collage. Donc, je l'ai laissé assez longtemps, celui-là, pour que les gens le voient et se posent des questions quand même, parce que c'est d'une indécence incroyable. C'est genre, on parle d'une femme qui a été violée par 50 hommes, et là, il y en a qui disent, et ma bite, s'il vous plaît, parlons-en un peu, parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, voilà, des hommes, des bites des hommes. Au moins, ça montre de quel côté ils sont. Voilà, alors là, je pense que c'est assez clair, mais bon, on n'a quand même pas laissé les choses, voilà, on l'a refait. Justice pour Gisèle, justice pour toutes les femmes. Donc, on en a rajouté une ligne. Et on avait mis une petite affiche à côté, je pense que vous la voyez, une petite affiche pour parler de notre manifestation, mais elle a été arrachée parce que, évidemment, c'était une manif de TERF. Je dirais ensuite, maintenant on arrive presque à Oui, la non, fin. mais carrément, en fait, ils font de la. Oui, ils vous empêchent d'organiser une manif en soutien à Gisèle. Oui, c'est ça. Oui, bah, Et de toute c'est-à-dire qu'il façon, faut qu'elle après, soit inclusive. Il faut parler aussi des hommes, parce qu'on n'en et parle pas. voilà, il faut surtout parler des hommes. Ouais, Bah ouais. oui, on n'en parle pas assez, hein. Voilà. Alors, maintenant, pour terminer, je dirais, ben, il y a quand même l'enseignement, c'est la force des féministes radicales. On est parti pour un sprint, on a fait un genre de marathon et on est arrivé jusqu'au bout et brillamment. On a été présente en relais tout le temps au tribunal. On a été visible, on a été identifié par les médias, mais aussi par le public, et par les victimes et par les violeurs.
On a fait un gros travail de conviction dans les files d'attente. On a beaucoup de femmes qui nous ont rejointes parce qu'on attendait beaucoup de temps, on faisait beaucoup la queue. Et j'ai envie de dire aussi, il faut aller au procès pour soutenir les femmes. Vraiment, ça c'est un enseignement parce que ça les aide vraiment. Gisèle nous l'a dit. Elle n'aurait pas tenu 2 semaines si elle n'avait pas été soutenue. Elle nous l'a dit. Enfin, moi, elle me l'a dit. Donc voilà. Est-ce qu'il C'est y avait d'autres organisations féministes? Est-ce que ces transactivistes, qui sont des grands féministes, ils étaient présents pour soutenir non. Gisèle? Enfin, je le demande, évidemment, je connais la réponse, Je mais tiens à dire qu'à Avignon, il n'y a eu aucune organisation féministe d'ampleur nationale ou oui, qui soit venue, ni on même va dire. locale, à part les Amazones d'Avignon et Oser le féministe 84, et pas Oser le féministe tout court, puisqu'elles ne sont ni venues ni rien. Voilà, elles ont plutôt écrit pour dire il ne faut pas les interviewer parce qu'elles ne sont pas OLF. Bref. Et je tiens aussi à remercier la BAF, la Brigade d'Action Féministe, et des féministes parisiennes qui sont venues en groupe elles ont l'habitude d'aller sur des procès à Paris pour soutenir, enfin à Paris, je pense que c'est à Paris, pour soutenir les femmes victimes. Et elles sont venues soutenir Gisèle et nous soutenir nous. Et donc c'était vraiment super, vraiment c'était chouette. Donc merci. Voilà, et pour finir, je dirais qu'il y a eu des réquisitions qui étaient à peu près convenables, qui étaient à peu près dans la moyenne de ce qui se fait quand enfin un viol est jugé. Et en plus, là, il y avait toutes les preuves. Donc, on avait des réquisitions qui étaient correctes, aux alentours de 11 ans et demi en moyenne. Et puis, bah, en fait, il y a eu le Black Friday qui est passé dessus, hein. Donc, on a eu des peines qui ont été ridicule, en fait. Il y a des hommes qui sont ressortis libres, d'autres qui sont... Alors, ils ont tous été reconnus coupables quand même, hein, donc voilà. Mais ceux à qui on demandait 12 ans, ils ont eu 8 ans. Ceux à qui on demandait 10 ans, ils ont eu 6 ans, 5 ans. D'autres encore moins. Bref, c'est la catastrophe. C'est un signal envoyé terrible. On a également, je tiens à souligner et à remercier qu'on a eu une mobilisation internationale. Autant nationalement, il n'y a pas eu grand-chose, mais autant internationalement, oui. Il y a notamment les Espagnols qui ont été là et ça a été magistral. Le 20 décembre, elles sont venues à 200. Elles sont venues de partout, de Madrid, de Barcelone, de Valence, des Canaries, de Majorque. Elles sont venues manifester avec nous on leur est vraiment infiniment reconnaissante. On a décoré le devant du tribunal, d'ailleurs, Justicia Patriarcal, Nues Justicia, c'est le sol du palais de justice. Et on a Pilar ici en photo, qui est donc la chef du parti féministe espagnol. Mais on a eu également des féministes venant de Suisse, plusieurs de Suisse, qui sont venus d'Autriche, du Portugal, qui sont venus de Londres, etc., de Belgique. Il y a eu vraiment beaucoup de femmes qui sont venues de loin. Blandine, peut-être Oui, c'est Ghislaine, peut-être une petite question par rapport aux sentences. Il y a des gens qui ont eu zéro, il y a des violeurs qui ont eu zéro, d'autres non, jusqu'à 15 ans. non, non, Oui. ils ont tous été condamnés, mais comme ils avaient tous fait de la préventive, certains sont repartis libres. Il n'y en Ah, a aucun d'accord. qui a eu zéro. Ouais. Ah, Et d'ailleurs, d'accord. dans le féministe international, c'est bien que tu t'exprimes, Ghislaine, puisque je tenais aussi à dire qu'on a eu Valérie Pelletier, donc, qui est venue de D'accord. Montréal. On a eu Betty Lashgard de Rabat qui était là, donc on a vraiment eu une mobilisation internationale. C'est bien. Juste pour revenir, donc il y a eu des différentes, si je comprends, il y a eu des gens qui ont eu moins, d'autres qui ont eu plus. Est-ce qu'il y Oui, avait une justification au niveau, oui. oui, de Alors, pourquoi moins, pourquoi plus, par exemple? en fait, il y en a qui sont venus qu'une fois, d'autres qui sont venus 6 fois. Donc ça va jouer. Après, ils ne faisaient pas tous la même chose. Il y avait aussi des récidivistes. Il y en avait qui avaient le sida. Enfin bon, il y a eu des circonstances aggravantes et d'autres. Voilà, il y en a d'autres qui ont été condamnés en plus pour les détentions d'images pédoporno. Bon, bref, il y a eu les apprentis. Donc, ouais, il y a eu toute une gradation. Et il y en a qui bandent des mous. Alors, apparemment, si tu bandes mou, c'est moins grave. Il y avait une question sur le fait de rendre public le nom des accusés et je vais y répondre parce que ça a été rendu public enfin, il y a des femmes qui ont fait circuler les noms réels des accusés. On l'a fait. On l'a fait. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, il faut savoir que la liste des accusés, elle est publique, hein. Les tribunaux, en général, publient, par exemple, si vous allez sur le site internet du tribunal de Bordeaux, vous avez tout ce qui est prévu avec les noms, etc. Avignon, je pense qu'on n'a pas encore passé le cap du numérique, donc c'est affiché.
mais c'est affiché dans un endroit public, donc les noms, les prénoms, tout est affiché en fait. Donc il suffit de prendre une photo de l'affiche et de la donner, hein. Enfin, c'est public, c'est de l'information publique et je dirais même c'est de l'information d'utilité publique. Oui. Donc c'est vrai que nous, on nous a dit oui, mais vous vous rendez compte, les familles, ben oui, alors justement, nous, on se rend compte que les familles, c'est des co-victimes en fait. Comment c'est possible que ces hommes, ils aient encore la garde de leurs enfants? Ouais. On a des hommes qui sont excités par la vulnérabilité, la soumission, et on essaye de me faire pleurer avec leurs enfants qui... Non, attendez, excusez-moi, mais non, quoi. Ah, et puis, Voilà. même pour protéger la famille, parce que si on déplace le fait de le savoir, si Gisèle, elle avait su, Ah, ben parce que évidemment. la première fois qu'il a été accusé pour filmer sous les jupes, si Gisèle l'avait su, ça lui aurait peut-être sauvé la vie. Et Donc, il malheureusement, faut que les familles le sachent, bien sûr, parce que ça va les sauver. moi, j'ai plusieurs femmes victimes qui m'ont dit, mais j'aurais bien aimé savoir, notamment Mais on oui, en a rencontré une, je dirais pas son nom, mais qui nous a dit, mais moi j'aurais bien aimé savoir ça parce que j'ai été victime de soumission chimique. Cet homme, il avait déjà été condamné. oui. Non, en fait, il n'y a pas de. Le silence profite aux agresseurs, c'est tout. Donc, c'est comme d'habitude, hein. Si on veut faire taire les féministes, c'est parce qu'en fait, elles embêtent les agresseurs. Voilà. Et donc, pour terminer, mon dernier point, eh bien, c'est que donc, il y a 17 de ces crevures qui ont fait appel. Et donc, il y aura un appel l'an prochain, jugement aux assises de Nîmes, sauf que le tribunal de Nîmes n'est pas du tout adapté. Et donc, ça va se passer à Avignon. Voilà. Voilà, j'ai fini. Ben, merci J'ai beaucoup. Il y a eu presque plein tenu le timing. de... Non, non, mais vraiment, il y a eu plein de commentaires de femmes qui ont dit... Enfin, vraiment, merci. Merci beaucoup. C'était vraiment... Et il y a plein de questions. Déjà, il y a des questions sur... euh, que- que- est-ce que les avocats qui ont fait des choses quand même... Enfin, qui sont venus agresser, qui ont eu des comportements complètement délirants, est-ce que ils vont être sanctionnés par l'ordre des avocats? Est-ce que tu sais ça? Alors, pour Nadia El Bouroumi, on a donc nous dans notre groupe Guylaine, je ne sais pas si elle est présente ici, mais qui s'est occupée de déposer une plainte auprès du bâtonnier. Donc oui. Pour Brouchy, celui qui est venu nous dire mon client est libre, il vous dit merde, les tricoteuses. Là, c'est Valentine qui a écrit. Donc là, il a des ennuis actuellement. En plus, on lui a fait une petite vidéo sur Instagram, on s'est bien marré. Ouais, qui est très drôle. Voilà, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut savoir rire aussi de ça, parce que sinon, on pleure tout le temps. Non, mais sinon, non, en fait, je pense que pour certains, et notamment pour Nadia El Bouroumi, c'est un moyen de gagner une clientèle, en fait, clairement. Mhm. Euh, Clairement, je pense qu'en fait, elle cible un certain nombre, un certain profil dans ses clients. Ils ont Oui. beaucoup d'argent, ces clients, parce qu'ils trafiquent beaucoup. Et du coup, ben, voilà, c'est sa stratégie. Enfin, les avocats n'ont fait. Alors, on va voir ce que dira l'avenir, s'ils sont réprimandés ou j'en sais rien, si on leur fait les gros yeux avec ou sans sursis, je sais pas. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que la loi, elle change et que la loi, elle autorise pas ça. Je me suis penchée vraiment sur cette question de la loi, des stratégies de défense, et notamment la loi canadienne, elle est très bien. La loi, elle dit que bah, si tu veux t'intéresser, par exemple, aux pratiques sexuelles ou au passé d'une victime, tu dois d'abord demander au président du tribunal s'il est OK pour que tu poses ces questions-là. Et si c'est pas pertinent, tu poses pas ces questions. Et en matière de viol, c'est pas le comportement de la victime qu'on doit examiner. Ça doit changer. Si j'étais encore dans la coalition féministe, c'est ce que je dirais. Bon, apparemment, elles veulent pas de moi, mais bref. Ouais, ouais. Il y a une question aussi sur votre action, enfin sur vos actions. Enfin, moi, j'en ai deux qui sont un peu sur cette thématique-là. Ben, la première, c'est comment on fait pour faire des collages. Parce qu'à un moment donné, tu dis, ben, la banderole des transactivistes, elle n'a pas tenu, mais vos banderoles, elles ont tenu. Euh, mais qu'est-ce qui s'est... enfin, est-ce que tu peux expliquer? Et ensuite, Ah ben, oui. qu'est-ce qu'on fait de la prise de risque aussi? Oui, alors là, on parle de l'activisme. Oui, c'est vrai que l'activisme, c'est une mise en danger acceptée.
euh, convaincus que la légitimité, elle dépasse la légalité, clairement. Euh, la banderole, si tu la mets en plein jour, et si quand le policier il te dit faites ça, tu dis oui, monsieur le policier, t'as beau faire partie de la jeune garde, t'es qu'un plouc. Nous, on y allait au milieu de la nuit et on faisait en sorte que ce soit pas retirable, c'est tout. Je veux dire, à un moment donné, et puis voilà. Si tu te prétends être un anti-femme et que dès que le policier te fait les gros yeux, tu te chies dessus, ben, va falloir que tu apprennes à militer autrement, quoi. C'est tout. Oui, oui, parce qu'ils se prétendent antifascistes, hein, Oui, parce c'est ça. Non, non, mais on est qu'ils ne le d'accord. sont pas. Oui, oui, non, Comme mais tu dis, ça, quand ça tu me te fait marrer, prétends. ouais, ça me fait marrer. Ouais. On Et leur tu a le dit, dis bien, retirez oui. la banderole, sinon vous allez avoir une contravention. Oh, pardon, pardon, on va retirer. Non, mais nous, c'est pareil pour les collages et tout ça. Alors après, il faut Et quand en même, plus, c'était hors propos, sur les je comprends collages, même pas leur. alors, sur les collages, pour dire les choses, les collages, c'est illégal, évidemment. Donc, on prend un risque, effectivement, assumé. Maintenant, on a quand même comme principe de ne rien dégrader. Contrairement au trou du cul là, qui a écrit TERF sur le mur, nous, on ne tague pas, on colle avec de la colle à papier peint, ça se retire à l'eau. Donc, on ne colle jamais sur les monuments historiques, on ne colle jamais sur les belles façades qui viennent d'être repeintes, etc. On fait attention quand même à ce qu'on fait, parce qu'en fait, on a un cerveau. Résultat, c'est très très bien accepté. La population nous soutient, les gens nous soutiennent. Les gens venaient, d'ailleurs c'est très souvent que quand on colle, il y a des femmes qui arrivent et qui viennent et qui collent avec nous. Donc moi systématiquement, je donne mon pinceau et les femmes viennent et elles collent. Donc ça c'est... voilà, après, il faut dire aussi que tout à fait, au début, il y a eu des collages, et puis bah, il y a eu un peu d'excès de zèle à la mairie. Ils ont tout nettoyé, je pense qu'ils voulaient bien faire, mais c'est très très mal passé, notamment il y a eu du décollage devant les caméras. Et il y a eu toute une polémique sur la mairie qui refuse les collages, nanana. Et résultat, ensuite, on a eu une paix royale, hein. Vraiment, c'était même embêtant parce que, il fallait trouver des nouveaux murs, et tous les murs étaient, étaient pris, tous les murs collables. Donc voilà, après, c'est un compromis, en fait, la question de ce qu'on fait. Enfin, c'est pareil pour les banderoles. Les banderoles, on les a posées, mais on les a posées sur un monument historique. Donc, on a fait très attention. On n'a pas du tout fait de trous, on n'a rien abîmé. Voilà, j'ai dû juste sacrifier quelques sous-vêtements pour avoir la corde suffisante pour attacher. Mais voilà, on n'abîme rien. Et par contre, on s'assure que ce soit suffisamment solide pour résister au Mistral et aux gros yeux des policiers. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Mais oui, il y a des questions, il y a plein de questions. Je les poserai un peu en désordre, hein, on est toujours sur la loi. Est-ce que le site Coco va être inquiété? Parce Alors, le que. site, il a été fermé en juin. D'abord, il était parti de .fr à .gg à Guernesey. Et il a été fermé le 24 juin dernier. Mais pas seulement pour ça, hein, c'est parce qu'il y a vraiment des histoires de criminalité organisées sur ce site, de trafic de tout. Enfin bon, bref, ils ont fini, ça puait un peu quand même, hein. Mais chaque fois que c'est comme l'hydre à trois têtes, on n'en coupe une, il y en a trois qui repoussent, hein. Donc le problème, c'est la culture du viol. Le site, c'est toujours pareil, c'est le moyen, c'est l'instrument. Mais du coup, quand même, là, ils ont une responsabilité parce que le fait qu'ils soient sanctionnés en supprimant le site, mais est-ce que les responsables vont être sanctionnés pour complicité? Euh, Ouais, non, alors c'est sûr que si on cherche les complicités, il y en a beaucoup. Elles sont massives. Mais là, en plus, ils avaient déménagé à Guernesey, hein. Donc, non. En fait, oui, non. Ils risquent ouais. rien. Mais en fait, enfin, on vit quand même dans un pays où il y a des millions de contenus pédopornographiques et personne n'est inquiété. Donc, enfin, non. Voilà. Enfin, moi, j'en suis au point, enfin, alors c'est un peu l'argument qui fait froid dans le dos, mais j'en suis au point de dire, mais les femmes, si on nous fait pas justice, faisons justice nous-mêmes. C'est terrible, hein. C'est terrible. On a envie de croire dans les institutions J'y qui crois sont plus du tout. censées nous représenter. Et c'est vrai que c'est très compliqué, hein. Moi, de procès, j'y crois plus. Ouais, c'est fou. Il y a des questions, alors c'est un autre thème, mais tu parlais à un moment donné du fait qu'il y a des femmes qui vous ont demandé du soutien, Oui, notamment des compagnes de violeurs. Et oui. sur quoi ça portait ces demandes de soutien? Est-ce que tu peux nous en parler?
C'était essentiellement du soutien moral. Alors déjà, pour leur expliquer comment ça fonctionnait au tribunal, parce qu'elles n'étaient jamais venues, donc elles voulaient savoir où elles allaient mettre les pieds, des choses très très concrètes, c'est qu'est-ce que je peux amener, pas amener, à quel endroit je me présente, c'est dans quelle salle, et puis comment, à quel moment je vais parler, enfin toutes ces questions-là que normalement on aurait dû leur développer, mais après on peut pas non plus jeter la pierre au tribunal. C'était quelque chose de gigantesque, hein. On est sur un procès complètement tentaculaire. Donc, tout le monde est maltraité dans l'affaire, y compris les juges, je pense. Et donc, ces femmes, elles avaient vraiment juste besoin de soutien moral, d'un peu de conseils, et puis de savoir qu'au moment où elles allaient sortir, eh ben, on serait là, quoi. C'est ça c'était juste ça, en fait. C'était pas plus que ça. Il y en a une pour laquelle on a un peu plus donné des conseils parce qu'elle voulait témoigner anonymement, etc. Bon, mais voilà, non, c'était pas vraiment du. Enfin, je dirais que c'est vraiment à la portée de n'importe qui de faire ça. Chacune d'entre nous, on peut faire ça, hein. On peut aller au tribunal soutenir une femme qui est victime et qui est toute seule. Vraiment. En Et, fait, on n'a rien fait d'extraordinaire, hein. C'est vraiment, on était là, c'est tout, quoi. oui, oui, ouais, c'était. Mais de toute façon, c'est clair que ça doit être. Enfin, elle le découvre de cette façon-là, mais ça doit leur faire un choc. Ah, c'est-à-dire qu'en plus, ces femmes, elles ont été, enfin, normalement, elles auraient dû toutes avoir le même protocole, c'est-à-dire un prélèvement de cheveux pour savoir si elles avaient été elles-mêmes victimes de soumission chimique. Et malheureusement, il y a eu des ratés, et notamment l'une d'entre elles, on est certaine qu'elle a été soumise chimiquement, mais la police n'a pas fait le prélèvement de cheveux, donc il n'y aura jamais de preuve en fait. Donc voilà, c'est compliqué. Ben, il y a une question aussi sur Caroline, euh, que, enfin, enfin, moi j'ai entendu, il me semble que Caroline, il n'y a pas eu de test, parce qu'on peut faire des tests, notamment sur les cheveux, etc. Et qu'en fait, il n'y a même pas eu de test. Et il y a une question aussi sur ben, quel est, ce que tu disais que ça avait été compliqué, parce qu'effectivement, c'est la grande oubliée, hein, Caroline. Et quel est est-ce que tu peux nous parler du point de vue de Gisèle sur Caroline si... Oui, bon après, je ne veux pas rentrer trop dans les histoires qui leur appartiennent, Oui, mais Caroline, elle est victime et elle est aussi la fille de la victime. Et en fait, c'est difficile d'être la maman tout en étant la victime. Enfin, je pense que Gisèle a fait de son mieux pour, par rapport à sa fille, mais que c'est un mieux qui est insuffisant, en fait. En fait, les mères, elles doivent protéger leurs enfants. Et quand ça, même adultes, et enfin, là, c'est la mère qui s'exprime, hein. Et s'il arrive quelque chose d'horrible à notre enfant, eh ben, en fait, euh, déjà, la première chose, c'est de se sentir désolé de ne pas avoir pu empêcher ça. Enfin, en tout cas, moi, en tant que mère, là, je m'exprime. C'est vraiment ça que moi, je dirais à ma fille. Et je pense que au moment où Gisèle, elle a été complètement enfouie dans ce maelstrom, elle n'était pas en état d'aider sa fille. Pourtant, elle l'a protégée. Par exemple, quand c'est elle, c'est terrible, hein, le 2 novembre 2020, quand elle a eu l'information, enfin bon, bref, je vous passe les détails, c'était vraiment cataclysmique. Le soir, elle a téléphoné à ses enfants, Gisèle, pour les informer. Et elle a donc appelé d'abord son gendre pour qu'il soit présent avec Caroline, en lui disant, j'ai quelque chose à dire à Caroline, il faut que tu sois là. Donc, elle a vraiment fait, enfin, de son mieux, je pense, pour protéger sa fille. Mais je pense que sa fille soit victime, c'était au-delà de ce qu'elle pouvait accepter. Voilà, tout simplement. oui, oui. Et d'ailleurs, il y a une question sur est-ce qu'il y a des suivis psychologiques pour faire face à ces horreurs? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place Oui. Eh ben, en fait, Gisèle, elle était en permanence accompagnée par une femme juriste et psychologue de la MAV. Donc l'association de médiation et d'aide aux victimes, donc une femme qui n'était là que pour elle, qui lui a permis en permanence enfin, d'être soutenue, de se sentir soutenue. Et je pense aussi qu'on peut vraiment également reconnaître ça à ses avocats qui ont fait vraiment un travail remarquable. Vraiment, vraiment. Même pendant les déambulations, traversées, etc., ils l'ont vraiment protégée.
Je sais aussi qu'elle a un traitement, enfin un suivi psy. Parfois, elle a raté quelques lundis parce que c'était le lundi ses rendez-vous. Bon, bref, maintenant ça lui appartient. Et je pense qu'on peut, enfin, j'imagine qu'on doit pouvoir s'en sortir sans, mais qu'avec c'est mieux quand même. Voilà, en tout cas pour moi, avec c'est mieux. Oui. Oui, parce qu'après, comme tu disais, il y a aussi le traumatisme vicariant. Et là, il y a une question justement à l'inverse sur la victimisation des agresseurs. Alors, à un moment donné, tu Ah disais là que là. ils disaient qu'ils étaient victimes Oui, de Dominique, bon, victimes de Gisèle et victimes de Caroline. Alors, est-ce oui. que tu peux dire comment, enfin, moi, enfin, mais comment Ouais, ils non, ont mais là, pu enfin, c'est tourner leur sordide, truc hein. dans leur tête pour dire ça? Alors, il y en a un, c'est Redouane El Farid, le dernier jour. Quel trou du cul celui-là. Il a sorti toute une théorie comme quoi c'est Caroline qui aurait organisé ça. Enfin, mais le gars, il délire, hein. C'est un Ah oui, complot. délire, ouais. Non, mais c'est bon, c'est aussi l'infirmier anesthésiste, machin. Je croyais qu'elle était morte et tout ça. Donc, et c'est aussi l'adoption internationale. Tu vois, il y a du lourd. Bon, ok. Par rapport à Gisèle, enfin, vraiment, ils ont scruté les vidéos. C'est-à-dire que, oh, mais regardez, là, il y a un mouvement du bassin. Ou Ah, voilà, voilà. Donc c'est bon, je vais pas développer plus. mm, Mais mm. voilà, elle ronfle, hein. Elle ronflait. Mais il y a un mouvement du bassin, c'est donc en fait elle dort pas, donc voilà. Donc, voilà. Oui. Et il y a une question aussi sur pourquoi, parce qu'effectivement, les noms, ils ont été publiés, mais sur les réseaux sociaux. Et il y a Maryse qui dit, mais pourquoi il n'y a aucun journal qui a publié le nom et le visage des auteurs? Parce que maintenant qu'ils sont jugés, il n'y a plus de présomption d'innocence. Donc, comment ça se fait que ça n'a pas été rendu public, pas seulement par des femmes qui l'ont mis sur les réseaux sociaux, moi je l'ai trouvé, mais Mais dans par d'autres des pays, ça journaux. s'est fait, hein, dans les médias américains, ça a été diffusé. Ah oui, les noms, Ouais. ouais. Parce que je sais qu'il y avait un journal qui faisait le portrait à chaque fois, mais C'est en la mettant Provence. le nom. C'était la Provence, ouais. Ouais. Ben, après, enfin, la présomption d'innocence, elle s'applique pas là. Dans ce cas, c'est une notion juridique. La question, c'était quelle peine ils allaient avoir. En fait, c'était pas ce qu'ils étaient coupables. D'ailleurs, ils ont tous été reconnus coupables. Mais, mais bon, après, c'est sans doute la volonté de se protéger des journalistes, hein, alors qu'ils n'hésitaient pas à parler de Dominique Pellicot, qui était jugé au même titre, en fait. Mais effectivement, ils avaient un peu du mal à dire Cédric Grasso, etc. Ben oui. Ouais, ouais. Ouais, Mais ouais, parce une qu'en fait, on est quand même dans protection. une société, on protège plus les agresseurs que les victimes, c'est tout, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Et clair. il y a Frédéric qui pose une question sur la notion de viol de meute, parce qu'effectivement, enfin, ça me fait penser à l'intervention de Valérie a été mise. Enfin, je l'ai vue filmer où elle parle très très bien de ça, de cette espèce de paraphilie dégueulasse, ce qu'elle appelle l'homophilie, Oui, ce plaisir en fait enfin, de rentrer les uns après les autres dans une même femme. Enfin, c'est un espèce de délire ouais, homophile. oui. Et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Enfin, c'est. Oui, alors cette vidéo, je l'ai pas. Là, tu fais référence à la manifestation du 25 novembre. On a Oui, eu la ouais, grande ouais, chance ouais. d'avoir Valérie, justement, qui est venue de Montréal et qui a effectivement parlé en tant que survivante de la prostitution, des parallèles qu'elle pouvait faire avec l'affaire de Mazan. Et effectivement, cette espèce de goût des hommes de passer l'un après l'autre dans les orifices de la même femme, ça questionne quand même, hein. Questionne, ouais. C'est vrai que quand on dit que le viol, c'est pas une question de désir, mais une question de domination, là, c'est clair et net. C'est pas la femme qu'on désire, c'est le désir d'être ensemble entre hommes. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais enfin, il y a quelque chose de comme ça, ouais. Oui, c'est ça. Enfin, Valérie l'explique bien, je trouve, quand elle en parle. Pas mieux que moi. Non, non, mais on l'explique bien, mais je trouve que Oui, vraiment, elle a une je façon de l'expliquer. suis Puis elle, d'accord elle a avec tout toi. un travail Ah, mais je suis sur la d'accord. prostitution que je trouve assez incroyable. Et c'est vrai que Discours très très bien construit. ah oui, voilà. Il y a une question de Catherine qui dit, est-ce que tu sais si la qualification d'acte de torture et de barbarie a été envisagée lors de l'instruction? Alors malheureusement, quand il a été décidé de passer alors j'espère que je dis pas une bêtise, mais je crois avoir compris que c'est parce qu'on est dans une cour criminelle qu'on peut pas avoir les actes de torture et de barbarie, qui ne peuvent pas être jugés en cour criminelle, mais seulement en cour d'assises. Oui. Je
crois. Je ne suis pas absolument sûre, mais je dirais, on va dire à 90%. Il y a une question, est-ce que tu nous... Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, je vais lire. Est-ce que tu nous autorises à faire print screen de ton parfait résumé pour en mettre quelques-unes sur les réseaux ou non? Donc, Ah je ne sais oui, pas ce que ça veut dire. ça veut dire impression d'écran. Oui, bien sûr. Ah d'accord, ok. De toute Ah oui, façon, oui, ça j'en va ai être... chié pour faire ce diaporama, utilisez-le. Voilà. Mais je J'ai ne savais pas ce que pleuré ça voulait encore. dire. Chaque fois que je repense, c'est vraiment, je pense que je vais quand même déjà mieux maintenant, mais j'ai entre tout ce que j'ai entendu et vu et la pression et puis la fatigue aussi, parce qu'en plus je travaille, j'ai une vie, quoi. J'avoue que j'ai fini un peu sur les rotules et quand je dis j'inclus vraiment mes amis. Vraiment, je veux pas du tout faire penser que c'est moi qui ai tout fait, hein. C'est pas du tout vrai, hein. Voilà, donc on était nombreuses enfin, mais par contre, je m'exprime pour moi-même, je ressors comme si j'étais passée dans une essoreuse, quoi. Mais c'est ça, c'est que cette notion de traumatisme vicariant, il est à prendre en compte. Et ben déjà, on a du mal à obtenir des soins en psychotrauma pour les victimes directes, mais c'est vrai que le traumatisme vicariant, il doit être pris en compte. Oui, alors Et là, après, c'est il ce n'y a que pas que vous ça, avez hein. subi aussi, hein. Il y a aussi la pression médiatique, hein, par contre, qui était complètement, moi, que j'avais pas du tout anticipé. Je vais vous montrer, par exemple, je sais pas si vous voyez là. Ben, Oui, ça, c'est le jeudi après-midi, le jeudi 19 après-midi, c'est, je vous le lis, hein, RTS, Télévision Suisse, 15h30, 16h Radio-Canada TV, 16h TV espagnol, en même temps. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait, 16h20 BBC Scotland, 17h 5 Live, 18h05 Live BBC encore, etc. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est des exemples. Voilà. Le matin, c'était Channel 4, NHK, la télévision japonaise, la télé chinoise, etc. C'était du délire, hein. Du délire, du délire. il y a une question, oui, c'est quelque chose que j'ai entendu sur l'idée qu'il y avait un échange d'argent entre Dominique Pellicot et les mecs qui venaient, Alors, mais les bah, violeurs, voilà. Parce que là, il y a marqué client, mais il me semble qu'il n'y avait pas justement d'échange d'argent. Mais c'est complètement faux. Et pourtant, je pense que Dominique Pellicot, c'est un homme qui a escroqué tout le monde toute sa vie, hein. Mais il n'a pas fait ça. Ça, il l'a pas fait. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'y a pas eu Alors, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas eu de proxénétisme, parce que tirer profit de la prostitution d'autrui, c'est la définition du proxénétisme. Elle peut s'appliquer, je crois que c'est Marie-Hélène Franjou, il me semble que c'est la Michael Duny qui a écrit là-dessus. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Effectivement, on peut dire il y a une forme de proxénétisme, mais ce n'est pas monétaire. Il y a eu il a tiré profit d'actes sexuels imposés à sa femme. Euh, mais c'était pas vraiment de la prostitution dans le sens où il n'y avait pas d'échange d'argent, et que pour les hommes, le viol était une fin en soi, en fait. et c'est vrai que c'est bien de poser la question parce qu'effectivement, cette idée est beaucoup revenue, alors qu'en fait, non, c'était vraiment la violence, c'était la fin en soi, hein. C'était, Voilà, c'est ça. euh, ah oui, alors Marie-Noël demande, en fait, il y en a plein qui ont fait appel, hein. C'est vrai que, elle dit, on espère que la peine va être plus lourde. Est-ce Oui, que être acquitté, ce serait pensable? non, non, ils ont tous été reconnus coupables. Je pense que Oui, c'est pas envisageable. oui. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent, mais enfin. Bref, je suis assez déçue qu'il n'y ait pas eu d'appel de la part de l'avocat général, parce que je trouve qu'il y a vraiment eu des peines très basses, mais que les hommes qui ont fait appel, effectivement, ils peuvent parfaitement avoir une peine alourdie, puisque la façon dont ça a été présenté dans les réquisitions, enfin bon, je ne sais pas, mais c'est une histoire juridique, mais en tout cas, elle peut être alourdie, et j'espère bien que ce sera alourdi. Il y a Maryse qui dit, bah oui, le juge Durand dit qu'il faut écouter les victimes, les croire. Ça, jusque-là, ça va. Mais face aux hommes criminels, oui, c'est là qu'on bute. Oui, effectivement. C'est vrai que Bah, en fait, il faut croire les victimes et puis il faut surtout comprendre. Mais vraiment, pour moi, c'est un truc aveuglant. Même le nez dans le caca, il continue à me dire, j'ai pas violé. Il y a une vidéo, le gars, on le voit, il est en train de violer une femme. Tout le monde le voit. Il y a 5 personnes autour de lui qui voient, tout le monde voit. Et il dit, non, je n'ai pas violé. Donc, euh, les violeurs sont des menteurs.
Ouais. Ça semble logique en plus, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, c'est un peu une tarte à la crème que j'annonce là. Mais il faut arrêter de penser que quand un gars, il a violé une femme, il pourrait dire la vérité. Bah, là, le seul moment où Dominique Pellicot dit la vérité, c'est quand il peut pas nier. Il a Ah, été oui, filmé. oui. Enfin là, il y a les preuves. Mais c'est vrai que Oui, oui, parce il y a des choses, il y a eu enfin bon, je ne vais pas revenir sur tout, mais il y a eu notamment, il avait un complice, Cédric Grasso, il lui a donné les médicaments, une petite fiole avec les médicaments, etc. Ils sont allés ensemble à Aix-en-Provence euh, pour faire donc sur sa femme à lui, enfin sa compagne à lui, ce qu'il avait fait à Gisèle. Et après, ils disent que bah, finalement, ils ne sont pas allés. Parce que tout est prouvé, mais, et le téléphone, ils ont borné ensemble à l'entrée de l'appartement, mais ils disent tous les deux, par exemple, qu'ils ont pas, ils sont pas rentrés, qu'ils l'ont pas fait. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc, oui, c'est tout. oui, c'est ça. Et puis il y en a qui disent j'ai pas violé parce que j'avais pas l'intention. Enfin, c'est complètement. Ouais. Bon, il y a une question, alors que j'ai pas tout à fait compris, mais sur la misogynie qui, qui se perpétue par par le traumatisme des femmes, hein. J'ai pas tout à fait compris la question, mais Moi, je pense que là, clairement, oui, Andrea Dworkin en parlait dans son livre Les femmes de droite. Euh, une des façons de survivre quand on est traumatisé ou quand on vit dans un patriarcat, c'est-à-dire tout le mm, monde, toutes nous, bah, c'est de se mettre du côté dans le camp de la gagne. Il y a des femmes qui disent je suis un homme, c'est exactement oui. la même chose. Et il y a aussi des femmes qui se rangent du côté des hommes, parce que c'est là qu'elles pensent elles auront le moins de... Et puis c'est vrai, elles auront Oui, le c'est moins de sauf coups. qui peut. Mm. Voilà, c'est ça. Donc c'est une stratégie, bah, c'est la stratégie du capot, quoi. Marie-Hélène qui dit bien sûr Dominique Pellicot est un proxénète, donc ça aurait été intéressant de pouvoir t'entendre là-dessus, Marie-Hélène. Moi, Si je peux vous êtes, juste conclure. oui, Je pense que ce qui nous sauve vraiment et ce qui nous sauvera, c'est la sororité. Vraiment. C'est ce qui a permis à Gisèle d'être debout tous les jours. C'est ce qui nous a permis à nous de mener des actions. Euh, ces féministes espagnoles qui sont arrivées comme ça, comme d'un seul coup, alors qu'on n'en pouvait plus, c'est ça la sororité. Et, et même si on a des tentations, parce que le monde est dur, je pense que c'est vraiment, vraiment, je vous en conjure, soyez une sœur pour chaque femme. il y a une question sur où est-ce qu'on peut trouver la liste avec les noms et prénoms des violeurs. Il faut la publier tous azimuts. Oui, je Ah, mais je suis crois qu'elle d'accord. doit être en story sur le site des Amazones d'Avignon, hein, Ouais, probablement. bon ben voilà. Sur l'Insta des Amazones d'Avignon. De toute façon, ce sera l'occasion de vous abonner. Ouais. Voilà, ben, écoutez, on va terminer ce webinaire. Donc, on se retrouve tout de suite hein, dans le débriefing. On arrive à la fin. Merci beaucoup, Blandine, pour cette Merci présentation à vous. qui était vraiment très intéressante et qui a amené à beaucoup de questions. Notre prochain webinaire, il aura lieu le premier dimanche de février. Ce sera le 2 février et vous recevrez une invitation par mail. On a une chaîne YouTube, donc nos anciennes, enfin, nos précédentes vidéos sont déjà sur YouTube. Vous tapez WDI francophone ou Nous Femmes, NOUES Femmes. Euh, et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI womensdeclaration.com tout attaché. Et voilà, et je vous dis dans un mois et merci encore. Voilà, pour vous connecter, donc vous avez le lien dans le chat. Notez bien le mot de passe 54 59 38.